Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Jean Krug. J'ai découvert Jean en parcourant sa bio sur le site des Imaginales. Alors on y parle de Jean comme un explorateur polaire. Il l'imaginait en Roald Amundsen moderne, ayant fait de l'Arctique et de l'Antarctique son terrain de jeu. Une sorte de Thomas Pesquet des glaces un petit peu. J'ai su instantanément que c'était un candidat parfait pour Double Vie. Aujourd'hui, il est avec moi, et Jean est donc glaciologue, écrivain, et il fait le pont entre la science et les histoires qu'il aime raconter, et il va nous en dire plus. Bonjour Jean, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Merci beaucoup de répondre présent. Alors Jean, tu es glaciologue, tu participes souvent, de ce que je comprends, à des expéditions. Déjà, est-ce que tu es souvent en voyage? Est-ce que j'ai eu de la chance aujourd'hui de pouvoir t'avoir avec moi dans le podcast? Alors pour être tout à fait franc, c'est pas la saison la plus propice pour les expéditions polaires de manière générale. Depuis un an et demi, c'est assez en berne. Mais effectivement, d'habitude je pars depuis du coup maintenant quelques années, je pars entre 1 et 2 mois par an en Antarctique pour accompagner alors principalement des croisières qui se déroulent là-dessus, et du coup j'interviens en tant que guide polaire. Donc ça me permet effectivement de concilier un petit peu ma formation, mon métier de glaciologue avec justement des missions sur le terrain, et puis la vulgarisation scientifique et toutes ces choses-là qui vont avec. Et donc ça fait maintenant 3-4 ans que je fais ça, mais dans une optique vraiment de guide. Avant, j'ai eu l'occasion de faire quelques missions sur le terrain, donc des missions à ce niveau beaucoup plus scientifique, dans les Alpes, un petit peu au Svalbard, donc du côté du Groenland. Et voilà. Et maintenant, je partage ce temps-là avec jusqu'à présent d'autres activités en laboratoire de recherche et sur d'autres thématiques dont on aura le temps de parler, et de l'écriture. Ok, très bien. Quand tu parles d'expédition là, que tu passes 2 mois, comment ça se passe? Est-ce que on imagine parfois les expéditions sur un bateau, donc au bord, en mer, au bord des glaciers, la banquise. Est-ce que tu es sur la glace, ou est-ce que tu es sur un bateau? Comment ça se passe? Alors c'est des deux, c'est-à-dire que les croisières qui se déroulent en Antarctique, ce genre d'expédition, partent principalement d'Ushuaia, donc Argentine, Amérique du Sud, jusqu'à la péninsule antarctique. Donc l'Antarctique, ça se découpe un petit peu en 3 parties. Il y a l'Antarctique de l'Est, qui est une zone où il y a quasiment pas de touristes, pour ainsi dire. Il y a des stations de recherche, c'est vraiment un désert blanc. L'Antarctique de l'Ouest, qui est donc séparé de l'Antarctique de l'Est par la chaîne Transantarctique, une chaîne de montagnes avec des sommets qui montent quand même à plus de 3000 mètres, donc c'est assez haut. Et enfin, la dernière partie, qui est la péninsule antarctique, qui est donc la partie qui est le plus au nord, finalement, de l'Antarctique, qui est cette petite virgule, qui est formée par la même chaîne de montagnes, d'ailleurs, que la cordillère des Andes. Géologiquement, c'est la même formation qui descend en Amérique du Sud, et puis qui forme les îles de Géorgie du Sud, et qui poursuit sur la péninsule. Alors la péninsule, c'est donc la région qui est la plus facilement accessible, on va dire, en Antarctique en bateau. Donc nous, d'habitude, on part d'Ushuaia, on traverse on passe au large du Cap Horn, on traverse le passage de Drake, qui est cette portion d'océan très fine. Elle fait 800 km, un peu plus de large, et qui est souvent battue par les vents et par des courants assez costauds, parce que justement on a ici une rencontre de plusieurs océans, et il y a beaucoup de débit, et du coup ça nous amène généralement au bout de 2 jours de traversée, un peu plus, ça dépend des conditions, en péninsule. Et à partir de là, on va alterner avec un petit peu de navigation donc sur la péninsule, et idéalement 2 fois par jour des débarquements, que ce soit sur de la banquise ou alors sur la péninsule elle-même, ou sur des îles qui sont attenantes. Donc c'est quand même assez
on voit des choses quand même assez différentes. On est quand même dans des conditions qui sont potentiellement compliquées, des conditions polaires. Toutes les techniques d'évacuation peuvent prendre beaucoup de temps. Donc c'est un milieu qui est assez, qui est extrême, clairement. Et nous, on opère. Alors moi, du coup, mon travail en tant que guide, c'est d'opérer, de gérer tout ce qui va se passer à l'extérieur du navire. Donc, à partir du moment où on quitte le navire principal, c'est des navires avec assez peu de passagers. Pour l'Antarctique, il y a 200 passagers. Okay. Et du coup, mon travail, c'est de les conduire en Zodiac jusqu'au point de débarquement, du coup de piloter dans la glace et de sécuriser les zones et les accompagner une fois qu'on est sur Terre. Okay. À côté de ça, il y a encore une autre, il y a une autre partie. Excuse-moi, je te coupe. Non, mais il y a une autre, un aspect qui est aussi, donc j'en parlais rapidement, de vulgarisation scientifique, où sur le bateau, donc je suis amené à donner des conférences qui vont porter sur le climat, qui vont porter sur la glaciologie, principalement en Antarctique, mais aussi sur des glaciers. Et donc il y a un vrai aspect de vulgarisation sur ces questions-là, quoi. Donc ça fait des grosses journées. Et du coup, en général, au bout de 2 mois non-stop dans l'année, donc c'est des croisières de 10-15 jours qui s'enchaînent. Au bout de 2 mois, on est assez séché. Donc c'est bien de faire une pause. D'accord. Et le public, c'est du grand public, des gens qui veulent découvrir l'Antarctique. Ouais, c'est du grand public. C'est quand même plutôt du grand public qui a les moyens de se l'offrir. Alors il y a plusieurs types de compagnies. Celle avec laquelle je travaille, c'est plutôt du tourisme de luxe. Alors de manière générale, c'est assez cher ce tourisme, mais ouais, on trouve donc des gens qui sont pas forcément trop jeunes. La moyenne d'âge, ça va tourner autour de 60 ans, on va dire. Et donc ça implique aussi de gérer un public qui est pas forcément non plus hyper à l'aise sur la mer, dans les bateaux ou sur terre, ou débarquer quand il y a pas mal de vagues, quand il y a de la glace, ce genre de choses, c'est parfois assez technique, donc ça demande de prendre tout ça en compte. Ouais. Dans ta formation, toi tu es scientifique, t'as une formation, c'est plutôt une formation en biologie, c'est ça que comment Non, pas du tout. C'est une formation. Alors ouais, moi j'avais fait avant de commencer la glaciologie, j'avais fait un parcours un peu classique, prépa école d'ingénieur en chimie et chimie, pétrochimie, ce genre de choses. Et c'était quelque chose qui me plaisait pas des masses. J'étais beaucoup plus intéressé par la nature. Et du coup, après cette école d'ingénieur, je suis allé à Grenoble où j'ai refait un master 2 en océanographie, en climatologie, en glaciologie. Okay. Et du coup, j'ai enchaîné ensuite sur une thèse, un doctorat au laboratoire de glaciologie à Grenoble, qui s'appelle maintenant, je crois, l'Institut des géosciences et de l'environnement. Et cette thèse, en gros, c'est ces travaux que j'ai fait pendant bien 4 ans, un peu plus, consistaient à étudier l'écoulement de la glace, la formation des glaciers, des icebergs, et l'impact de l'océan, du contact avec l'océan sur la fonte de ces glaciers. Donc c'était un gros travail de modélisation. Donc l'idée c'était de comprendre un peu mieux. En fait, on sait que les calottes polaires jouent un rôle capital sur la régulation du climat à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que on a du mal encore à représenter le comportement des calottes polaires et des glaciers dans les modèles climatiques, parce qu'on connaît mal les processus aussi à fine échelle qui ont lieu dans les glaciers. En l'occurrence, la formation d'un iceberg, donc quand le glacier est en bout de course au contact avec l'océan, le front va se casser, va former un iceberg, et c'est des mécanismes qu'on a du mal à représenter, qu'on comprend mal, parce pendant longtemps, on n'avait pas non plus beaucoup de données d'observation sur ces phénomènes-là. Et donc, mon travail consistait à mieux comprendre comment les fractures se forment dans la glace, comment elles se propagent, et comment le contact avec l'eau, les variations de température de l'eau, peuvent augmenter simplement ou diminuer la fréquence de ces décharges d'iceberg. C'est très clair. J'ai une question
peut-être qu'on a tous en tête dans le mythe des glaciers. C'est là tu étudies la structure, la manière dont ça se casse, ça se forme, ça se défait. Qu'est-ce qu'on trouve dans la glace? Parce qu'on a tous l'idée, le mammouth englouti, les animaux, les Libernatus qu'on sort de la glace. Il y a vraiment des choses qu'on trouve intéressantes dans la glace? Alors, dans la glace, surtout l'aspect mammouth et espèce oubliée, je serais bien mal placé pour en parler parce que faudrait plus faire appel, je sais pas, un paléontologue peut-être, mais notamment sur des questions physiques. Il y a des choses très intéressantes. Je pense notamment à la composition en fait des bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace, parce que la calotte polaire, en fait, une calotte polaire comme on a en Antarctique ou au Groenland, elle se forme par des précipitations de neige sur un socle rocheux, et cette neige va s'accumuler et elle va se compacter sous son propre poids, elle va se transformer et ensuite elle va s'écouler sous l'effet de la gravité. Et lors de la compaction, en fait, quand c'est à la base les grains de neige qui tombent, qui sont très fins, qui sont très aérés, vont en se transformant emprisonner des bulles d'air, des bulles d'atmosphère en fait dans la glace. Et en forant, en faisant un petit peu donc ce qu'on appelle des carottages, donc en forant verticalement dans une calotte, on va pouvoir sortir des carottes de glace. Et dans cette carotte, on va trouver des bulles d'air qui renferment l'atmosphère telle qu'elle a été capturée quelques centaines de milliers d'années avant. Et ça nous donne de précieuses informations sur la composition atmosphérique, la composition en gaz à effet de serre, en CO2, et notamment ça a permis un petit peu de mettre ce genre d'études a permis de montrer un petit peu les liens entre variation de dioxyde de carbone et variation de la température dans l'atmosphère. Ok. Quand on va arriver à l'écriture, mais quand tu voyages là, j'ai l'impression que c'est pas le moment où tu écris en fait. Tu es pris par ces 2 mois. J'ai l'impression que c'est intensif quoi. Ouais, c'est assez intensif. C'est pas effectivement, c'est pas les meilleures conditions pour écrire. Ça m'est arrivé des fois. Enfin, au début, souvent, je tenais quand j'y allais, je tenais un petit journal de bord. Parce que tout simplement parce qu'on voyait des choses absolument incroyables, parce que c'était vraiment très beau et que je voulais garder un petit peu des traces de ça, de mes ressentis. Donc je prenais un petit peu le temps de l'écrire et souvent je retravaille après à mon retour sur ces choses-là et je repars de ces petits textes pour me remettre dans l'ambiance, pour me recréer les conditions un petit peu propices à l'écriture. Cela dit, c'est effectivement ça m'est arrivé de trouver des moments pour en fait il y a certains temps morts notamment sur toutes les traversées entre l'Argentine et l'Antarctique. Alors bon, il y a de la houle, c'est pas les meilleures conditions pour écrire. On a souvent un peu le mal de mer, mais on peut trouver ce temps-là. Moi j'arrive un petit peu quand même tout le temps à le trouver mais plus largement en fait cette coupure de 2 mois, elle est assez intéressante parce qu'elle permet justement de laisser aussi reposer les écrits qu'on a pu faire avant, de les reprendre avec un œil neuf, et puis surtout, j'ai envie de dire, on s'est gorgé de nouveau de toutes ces émotions, tous ces ressentis qu'on a pu avoir là-bas, et c'est capital, et je le ressens d'autant plus que là ça fait depuis janvier 2020, février 2020 que j'ai pas pu y retourner, et c'est vrai que j'ai l'impression parfois dans mon écriture de me dire que ça manque un peu de saveur ou qu'il faudrait réalimenter tout ça avec un petit peu de réalité et d'impression quoi. Ça me rappelle effectivement, j'ai lu un peu la partie autobiographique de Daniel Case qui a écrit des fleurs pour Algernon, et il parlait alors il citait, je sais pas retrouver l'auteur, mais je pourrais le mettre dans les références pour les auditeurs. Il citait un auteur qui disait il faut recharger quand on écrit, il faut recharger sa capacité, il faut recharger ses souvenirs quoi, se charger en souvenirs pour être capable de les redistiller et donner vie. Après on peut pas les utiliser 50 fois dans les écrits, donc il faut à chaque fois recharger, être capable de recharger. Donc c'est ce que tu fais un peu dans ces voyages. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que
c'est quelque chose dont je me suis rendu compte spontanément, sans même en fait, avant même de lire des gens ou d'entendre des gens dire ça. Je m'en suis rendu compte moi-même et je me suis dit notamment au début, faut que j'aille faire une rando, j'ai besoin de me changer les idées, de revoir un petit peu plus de nature, d'extérieur, des choses comme ça. Surtout que bon, pour le coup, c'est un sujet très important pour moi, cet aspect-là. Mais effectivement, en reparlant un peu derrière avec d'autres auteurs, je me suis rendu compte que que aussi même l'aspect social de discuter, d'échanger avec les autres, d'apprendre, tout ça, c'est hyper important et ça compense un peu l'idée qu'on se fait de l'écrivain qui est tout seul sur son ordinateur, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va parler un peu d'écriture. Toi, tu as une formation purement scientifique. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à écrire et aller vers la littérature? Ouais, c'est vrai. Je suis une formation complètement scientifique et que au primaire, au collège, au lycée, j'étais pas vraiment un as en français. Ça me tentait pas plus que ça. Moi, je me souviens que en philo, j'étais un des premiers à poser la question de monsieur, il faut faire combien de pages pour ce devoir? Est-ce qu'il faut faire 1 ou 2 copies doubles? Et que j'angoissais à l'idée de devoir en faire 2. Bon, maintenant j'écris des romans. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est venu d'une part avec je faisais pas mal de jeux de rôle. J'ai commencé à écrire il y a 8 ans à peu près. J'étais en thèse justement à Grenoble. Je faisais beaucoup de jeux de rôle, donc j'étais un peu déjà dans cette immersion créative, l'idée de s'imaginer des mondes, d'en faire partie. Donc il y avait ce côté-là qui m'avait fait un petit peu démarrer à écrire des choses. Et puis il y a des lectures que j'ai faites, notamment La Horde du Contrevent, qui a été pour moi une claque en fait. Et du coup, c'est après avoir lu ça que j'avais déjà lu d'autres choses avant. J'avais lu du Asimov, j'avais lu du Dan Simmons, j'avais lu du George Martin, toutes ces choses-là. Mais du coup, c'est vrai que La Horde, la manière d'écrire, le style un peu différent, les sujets évoqués surtout, et puis je jouais la puissance d'imaginaire qui s'en dégageait. Ça a été un petit peu un déclic aussi, et du coup j'ai commencé à écrire un petit peu par bout de ça, et au début ça partait pas forcément pour un roman, et puis en fait petit à petit ça en a pris le chemin, et voilà. Tu as commencé le roman au tout début, ou j'ai vu que tu avais des nouvelles aussi sur ton site, donc est-ce que tu as commencé par la nouvelle? Non, j'ai pas commencé par la nouvelle, j'ai commencé par ce roman. J'ai mis plusieurs années à l'écrire, hein. J'ai bien dû mettre 5-6 ans, en revenant dessus parfois, en laissant des longues périodes, en abandonnant à moitié, en y revenant, etc. Mais non, c'était... j'ai commencé tel quel. Je me suis imaginé 2 personnages qui étaient sur un front de glacier. Et puis je voulais écrire un truc un peu plus épique que ce que je pouvais voir au quotidien en thèse, même s'il y a des choses déjà très épiques en thèse, mais ouais, du coup ça me faisait un peu rêver d'imaginer ces gens-là sur des fronts de glaciers gigantesques comme j'avais pu en voir au Svalbard, mais encore plus grands. Et du coup je suis parti un petit peu là-dessus, et sans plan, sans rien. Et puis au bout de 40 pages, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Je me suis dit que je savais pas du tout où j'allais, et que du coup il me fallait impérativement un plan pour continuer cette affaire. Et donc là c'est devenu un peu plus sérieux, et j'ai décidé de le faire partir sur un space opéra, et du coup de recréer un univers qui va avec, et tout ça. Et donc du coup c'est comme ça que c'est venu. Après en parallèle j'ai commencé à écrire quelques nouvelles. Je continue, et notamment quelques nouvelles, 2-3 trucs sur toujours un petit peu sur le climat ou sur ces questions-là. Le climat, puis les questions sociales aussi, qui sont 2 sujets importants pour moi. Et je trouve ça un chouette moyen aussi de vulgariser des sujets, des connaissances scientifiques, parce que typiquement on parle beaucoup du rapport du GIEC en ce moment, mais
il y a très peu de personnes qui le lisent, ce rapport. Et de toute évidence, bah ouais, quand on commence, moi je l'ai lu, bah c'est pas non plus hyper divertissant, quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi de proposer un autre média, des romans, des histoires qui permettent un peu d'aller là-dedans. J'ai pas encore tout lu ce que tu as écrit, mais j'ai lu notamment la nouvelle 2.0, justement, où tu vulgarises très bien les éléments clés de ce rapport, et tu expliques bien la différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement climatique. Donc c'est très intéressant et très ludique, quoi. Ouais, c'était. Alors là, en plus, c'est vrai que l'idée, c'était mes écrits sont souvent quand même, c'est de la fiction, mais ça reste de la fiction assez sérieuse. Parfois, elle peut être un peu. Alors, j'essaye de la rendre quand même un peu légère, mais c'est vrai que les sujets sont quand même souvent assez lourds, assez difficiles. Et là, pour le coup, 2.0, effectivement, c'était un essai un petit peu. Je me suis dit, tiens, parlons un petit peu de ce rapport du GIEC. Donc ça, pour remettre en contexte, c'était un rapport qui discutait, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et qui discutait de la différence entre une augmentation de 1,5 degré du climat par rapport à la période pré-industrielle et une augmentation de 2 degrés, 2 degrés Celsius. Et du coup, ce rapport était super intéressant parce qu'il montrait un petit peu les différences en termes d'impact. Et je me suis dit, tiens, ça peut être super intéressant à vulgariser. Alors, j'en vulgarise globalement, la nouvelle, ça vulgarise un graphique de tout le rapport. Hein. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée d'en faire, et puis d'en faire quelque chose de complètement foutraque avec un groupe d'extraterrestres qui chercherait à aider les terriens, parce que les terriens sont incapables de comprendre et de résoudre ces problèmes climatiques, quoi. Ouais, non, c'était très bien, j'ai adoré. Ah merci. J'ai vu aussi que, alors celle-là, j'ai pas encore eu le temps de la lire sans en avoir l'air, donc où tu as eu un prix quand même dans ces prix concours de nouvelles, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, sans en avoir l'air, c'était le concours Jet d'encre de l'université de Lyon, c'est ça, qui a lieu tous les ans. Et effectivement, pareil, j'ai soumis cette nouvelle un petit peu. J'avais écrit assez vite. Elle est très courte, hein, celle-là aussi. Elle doit faire, je sais plus, une dizaine de pages à peu près. Et ça partait d'un pitch tout simple, purement imaginé, mais d'un univers un peu post-apo, un peu où l'humain a abandonné la nature et s'en est énormément dégagé. Et ça, j'ai vu je l'avais écrit parce qu'on avait commencé à faire un petit groupe de nouvelles avec des amis. Et puis du coup, tous les mois, on devait créer une nouvelle sur un thème particulier. Et puis on avait commencé par les 4 éléments, et là c'était l'air. Et du coup, je me suis dit que ça allait être, ça pouvait être ça. Et du coup, effectivement, elle a reçu le premier prix. Je m'y attendais pas trop. C'était quelques jours après que les éditions critiques m'aient contacté pour me dire qu'ils acceptaient mon manuscrit là sur Le Chant des Glaces. Donc c'était une bien chouette période. Et puis là, du coup, cette nouvelle, sans en avoir l'air, elle constitue aussi du coup maintenant le fond d'un roman que je suis en train d'écrire et qui, j'espère, sortira dans les prochaines années avec si tout va bien. Okay. Et qui du coup rebondit un peu sur ce thème post-apo climatique et tout ça. Ok, mais ça me fait très plaisir que tu dises que tu pars d'une nouvelle et tu développes un roman, parce que souvent on me dit oh là là, faut surtout pas partir d'une nouvelle pour faire un roman, tu pars mal, etc. Oui, on m'a dit ça, et en fait je m'aperçois que j'ai lu, alors du coup je vais rebondir un peu, mais j'ai lu, je parlais de Daniel Case tout à l'heure parce que j'en parle beaucoup, parce qu'en ce moment c'est mon coup de cœur, et j'ai pris une claque en lisant Des fleurs pour Algernon. Je ne connais pas du tout, tu vois. Écoute, je pense que ça va te plaire, parce que ça parle c'est une histoire d'une personne qui est attardée mentale, et il y a une expérience qui se produit pour augmenter son intelligence. Donc au départ, il y a une expérience qui est faite sur une souris blanche, une souris de laboratoire, Algernon, et puis après ça se passe bien, donc il le dérive, il le teste sur cette personne qui est la première personne à avoir son intelligence augmentée. Et du coup, je dis que ça va te parler parce que je pensais à ta nouvelle, à la dernière nouvelle que tu as mise sur ton site,
manière grise où tu parles aussi de grève du cerveau et d'augmentation de l'intelligence en fait. Donc c'est quelque chose que je pense qui peut te parler. Et donc dans Daniel Case, donc dans la deuxième partie du livre, ça a été fusionné avec un texte qu'il a écrit après sur la manière dont il a créé cette histoire. Et effectivement, il a gagné d'abord un prix avec une nouvelle, avant de quelques années après, avec le recul, le personnage le hantait, l'habitait, etc. Et il s'est dit non, il faut que je fasse un roman. Il en a fait un roman, donc voilà, ça se fait en fait. Donc c'est. Ouais, je trouve que c'est une manière intéressante aussi de tester la validité d'un univers ou d'un concept ou commencer à y trouver un peu des personnages et des choses comme ça. Je sais que à chaque fois sur les écrits un peu longs que je commence, je commence par écrire des morceaux d'histoire, des choses comme ça, et puis je vois si ça m'amène quelque chose, si ça déboule si ça débarque sur une idée ou un autre concept, et puis donc je pense que non, je sais pas du tout, peut-être que des gens qui ont vraiment travaillé sur la manière d'écrire des livres ou des choses comme ça, je sais pas, faudrait peut-être que j'en parle à Lionel Daoust. Mais peut-être que c'est pas forcément l'idée de base. Moi je pense qu'en fait ça dépend de la manière dont tu raisonnes. Moi je suis programmeur aussi, et pour moi le programme, je fais d'abord la première version qui marche, la version minimaliste qui ne gère aucune erreur, rien, qui est le cas idéal. Et dans une nouvelle, c'est un peu ce cas-là. En fait, tu traites une situation idéale, et puis après tu agrèges, tu complexifies, et puis tu fais grossir. Donc je pense que c'est vraiment une façon de raisonner. Je pense que ce conseil-là n'est valide que voilà, c'est une mise en garde. Peut-être que un univers qui est cool dans une nouvelle peut être indigeste si on essaye de l'étendre. Je sais pas si tu connais le journal d'un assassin de Martha Wells. Donc c'est. Non, j'ai vu, je vois bien le truc, mais j'ai jamais. Alors en fait, c'est des novellas. Donc elle a fait d'abord 4 novellas, donc 120 pages à peu près, et ça passe très bien. Et ensuite elle a fait un tome 5 qui fait 350 pages, et j'ai trouvé ça totalement indigeste, parce que c'est la mécanique du robot qui est l'assassin, le robot tueur un petit peu, qui a des états d'âme, etc. Sur la durée, quand c'est étiré, c'est trop indigeste en fait. Donc je pense qu'après ça dépend de la. D'ailleurs sur le tome 6, elle revient à un format novella, donc je pense que même si elle a eu des prix, je pense que elle a vu aussi la limite de l'exercice, mais voilà, je pense que ça dépend de la complexité de l'univers. Et là, comme ça tourne beaucoup autour, c'est vraiment très centré sur le robot. C'est un journal, c'est à la première personne, c'est les états d'âme du robot. Et donc, je pense qu'il y a du mal à trouver si tu fais par exemple, si t'as plein de personnages et que si tu fais un roman choral, forcément, tu peux partir d'une petite nouvelle qui est le point de vue d'un petit personnage, et puis enrichir l'univers. Donc je pense que ça dépend vraiment de ce que tu écris, et voilà, c'est juste un avertissement qui veut dire que ça peut être indigeste si tu essayes d'étirer trop la chose, mais voilà, je pense que c'est valide, moi. Je considère que c'est valide. Ouais, non, c'est possible. Après, je pense effectivement à ce que tu dis sur c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement l'aspect d'écrire sur un robot. J'en parlais hier avec un ami, et il me dit que c'est compliqué, parce que ça soulève tellement un imaginaire collectif, le robot, que en plus du coup, pour aller surprendre dans cet univers-là, pour aller surprendre un lecteur et ce genre de choses, je trouve ça hyper compliqué, quoi. Le robot, on pense à Asimov directement. C'est le robot méchant, c'est vu et revu. Le robot gentil, du coup, ça commence à l'être. C'est vrai que je pense, c'est pas évident d'écrire là-dessus, quoi. Il y a alors moi j'écris un peu aussi sur ces thèmes-là, mais aussi sur le thème intelligence artificielle, donc la partie
pas forcément motrice, etc., et pas forcément le corps, mais un peu l'esprit. Bon, c'est pas forcément simple. Là, j'ai terminé tout à l'heure, j'ai terminé un texte sur une IA également, et bon, je pense que je vais le reprendre un peu pour ajuster. Ça sort pas totalement comme j'aurais voulu, mais bon, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont voilà, c'est dur à la fois de sortir des sentiers battus, de surprendre, comme tu dis, notamment sur un format nouvelle, et puis mais c'est à la fois passionnant, donc c'est un peu aussi notre futur, donc j'aime beaucoup explorer quand même sur ce sujet. Et oui, et puis ça n'enlève rien à potentiellement une histoire qui est ultra sympa, quoi. Voilà, c'est ça. Donc bah ouais, c'est sûr. On va revenir un peu à quand même le cœur de ton activité d'auteur, ce fameux roman. Donc c'est, on n'a pas cité le titre, mais c'est le Chant des glaces. Donc tu disais, c'est un space opéra. Donc déjà il y a de l'ampleur un peu, il y a de l'ambition autour de ça. Et le cœur de ce space opéra, c'est une planète glaciaire. Donc c'est ça ton cœur du roman, la vie sur cette planète glaciaire. Ouais, complètement. Le pitch, ça se passe effectivement sur une petite planète glaciaire perdue au fond d'un confin d'un bras de la galaxie. Donc une planète qui s'appelle Delas et qui sert en gros de prison géante à ciel ouvert. Et pour des prisonniers qui sont du coup contraints de sortir la glace pour alimenter le reste de la galaxie en eau. Et il y a certains prisonniers sur cette planète qu'on appelle des chanteurs, et qui ont une mission un peu différente, qui est celle d'aller récupérer un morceau de glace particulier, le Kriel, qui a donc des utilisations après technologiques assez folles. Et on va proposer à un moment à deux de ces chanteurs, aux deux meilleurs, d'aller chercher un Kriel parfait, sans aucun défaut, cristallin, impeccable. Et en échange de quoi, on leur promet de les libérer. Et du coup, ça va raconter un petit peu toute cette aventure en faisant intervenir après d'autres personnages aussi, notamment une scientifique, une capitaine de vaisseau, un pilote. Donc il y a il y a au total 4 narrateurs, narrateurs et narratrices. Et du coup, ça va confronter un petit peu ces points de vue, ça va questionner de manière générale un petit peu la liberté. Où est-ce qu'on peut trouver la liberté quand on est enfermé depuis 35 ans sur une planète sans possibilité d'en sortir? Où est-ce qu'on va trouver la liberté dans un champ de recherche scientifique? Ça pose la question du rapport aux militaires, à l'armée. Ça pose plein de questions. Ça pose globalement toutes les questions que je crois que je me posais quand j'étais en train de l'écrire. Et voilà, pour faire un résumé très général de ce livre, quoi. Ouais, c'est très alléchant. C'est assez amusant parce qu'en ce moment on est un peu baigné dans l'univers un peu de Dune, en fait, qui a aussi comme ton roman une problématique écologique. J'avoue que j'accroche beaucoup plus à ton pitch, en fait, dans le sens où c'est finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette planète, elle est le cœur de la vie dans le reste de la galaxie, puisque c'est elle qui a la clé de l'eau, qui peut manquer partout ailleurs. Là où finalement, dans Dune, l'enjeu, il est plus dans les voyages spatiaux, dans l'épice, et finalement l'eau, elle est rare sur cette planète, mais elle existe quand même dans les autres endroits. Donc finalement, la dépendance, la problématique de l'eau dont on parle dans Dune, elle est presque secondaire. C'est l'environnement de cette planète-là. Et ce qui me frappe dans la manière dont toi tu le construis, c'est que finalement cette planète, c'est nos pôles, quoi. C'est nos glaciers, et c'est notre avenir. Ouais, ça effectivement, ça pose la question de, notamment, il y a un moment, j'explique comment sur Delas, il y a différents sites d'extraction de glace, et puis comment finalement on va quelque part, on extrait la glace, et puis quand le glacier est un peu épuisé, ou quand on a accumulé trop de cochonneries et que le glacier n'est plus exploitable, finalement on laisse tel quel, parce qu'on a de toute façon pas les moyens de tout enlever, et puis on va s'installer ailleurs,
pour recommencer à zéro. Ouais, il y a un petit quelque chose de, même si c'était pas forcément, tu vois, ce que je cherchais au tout début dans ce roman. Je pense que cette question de comment est-ce qu'on va pourrir un coin de la planète et puis qu'on le laisse ensuite et puis qu'on s'en va, comment ça se rattache un petit peu avec tout ce qui se passe aujourd'hui et comment est-ce qu'on gère aussi les pôles et toutes ces choses-là, hein. Et sans faire l'autruche, hein, la question du tourisme en zone polaire, c'est exactement cette question qui se pose là, hein. On est en plein dedans, le tourisme, on sait qu'il augmente. On sait que l'intérêt, il est pas spécialement honorable, hein. On fait pas du tourisme pour protéger les pôles. Donc ça sert à rien de se mentir là-dessus. Donc après la question effectivement c'est est-ce qu'on arrive à supprimer ce tourisme, est-ce qu'on arrive à le maintenir, est-ce qu'on arrive à mettre en place des régulations ou des choses comme ça. Actuellement on est clairement sur la dernière position, c'est-à-dire qu'on sait que le tourisme il augmente énormément, et il va continuer à augmenter. Ça dépend difficilement de nous aussi, hein. On sait que c'est des grosses boîtes qui sont aux commandes. Après, il y a aussi, pour l'instant, des organismes internationaux qui contribuent à faire en sorte que ce tourisme soit le plus respectueux possible, avec des contraintes qui sont draconiennes, hein, sur les opérateurs, de tourisme, sur les touristes aussi. Ouais, moi je sais, pour donner des exemples, quand on va d'un site à l'autre, tous les passagers ont l'obligation de nettoyer intégralement leurs bottes, et on va chercher la petite graine pour être sûr que il n'y ait pas de contamination d'un site sur l'autre. Voilà, et c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y a tout un tas des réglementations, et c'est des réglementations qui fonctionnent parce que pour l'instant, dans une certaine mesure, il n'y a pas eu de preuve de contamination ou de surcontamination de l'Antarctique. Donc ouais, c'est aussi quelque chose qui ressort un petit peu, c'est un petit peu plus sous forme métaphorique dans le roman, mais ouais, c'est une question qui se pose aussi, quoi, clairement. Ok, c'est la glace, c'est vraiment ton domaine. Est-ce que tu envisages de faire une suite à ce roman? Comment tu vois les choses? Je voyais pas trop les choses en effectivement. Je suis arrivé au bout. J'ai laissé c'est un roman qui se conclut, hein, qui a une fin. C'est une fin qui peut être vue comme ouverte, effectivement. On peut attendre d'autres choses après ça. C'est volontaire, effectivement, que je l'ai laissé un petit peu ouvert. J'ai lu une critique, j'avais pas pensé à ça en l'écrivant, mais je trouve ça très juste, en fait, qui disait que plus qu'une histoire, c'est un morceau de vie. Et ça raconte effectivement, voilà, un morceau de vie de ces héros. Et du coup, cette vie, elle va continuer après. Elle était là avant, elle va continuer après. Et puis, ouais, j'envisage moi clairement de retourner dans cet univers. Là, pour l'instant, effectivement, je suis sur un autre roman qui est sur du post-apo climatique. Mais ouais, là, je pense qu'il y a encore des choses à creuser sur toutes ces questions-là que j'ai fait. J'ai tout juste effleuré les possibilités de cet univers. Et puis même sur la glace, en fait, j'aurais encore énormément de choses à dire. Mes amis m'ont dit que le mélange fiction, space opéra, glace marchait pas trop mal. Donc du coup, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à continuer là-dedans aussi. Donc ouais, j'envisage de continuer dans cet univers. Avant, après, je sais pas encore, mais ok, oui, mais faut quelque chose sûrement. Faut prendre son temps aussi, comme on disait, recharger son réservoir de souvenirs, d'émotions, de mémoires pour pouvoir repartir avec suffisamment d'énergie, d'élan parce qu'un roman, c'est une aventure un peu un marathon, quoi. Ouais, c'est un peu, c'est exactement ça, ouais, c'est une course de fond, ouais. Donc voilà, la suite. Donc ce roman, il a été publié très très récemment. C'est avril 2021, quoi. Donc cette année là. Ouais, c'est ça. Avril dernier. Quelques mois. J'ai vu qu'il avait déjà reçu, un bon accueil. Donc bravo pour ça. Ouais, merci. Voilà, comment ça. Avec Critique, comment t'as envoyé ton roman et puis tu l'avais envoyé juste à Critique ou tu avais
tenté plusieurs éditeurs ou comment? J'ai mis longtemps avant de l'envoyer. C'est toujours la même question de savoir à quel moment est-ce qu'on accepte de couper le lien et de le donner à lire à d'autres personnes. Je pense que ça c'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais ouais, donc j'ai mis du temps. C'est ma copine qui m'a aussi poussé qui l'a lu, qui m'a demandé à le lire un jour. Et puis elle a bien aimé. Ça méritait encore du travail. Et puis elle me dit que il fallait essayer. Donc effectivement, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, une dizaine d'éditeurs à peu près en SF. J'ai eu deux réponses positives à l'époque. Il y avait Fleuve qui était intéressé, mais les premiers à me répondre, c'était Critique, qui ont répondu assez vite, en 3 mois, 4 mois. Et du coup, j'ai discuté assez longuement avec eux au téléphone. Ils m'ont expliqué un petit peu. Je connaissais pas Critique. Donc je voyais à peu près les lignes éditoriales bien sûr, mais j'avais lu Arca seulement de Romain Benassaya et tout ce que je connaissais vraiment de leurs écrits. Et du coup ils m'ont expliqué un peu plus comment ils fonctionnaient et en fait ils m'ont simplement donné un peu confiance quoi. Donc je me suis dit vous avez l'air de prendre soin de vos auteurs et de vos romans. Donc c'est avec plaisir. Ouais. Et donc il y a eu un gros travail ensuite éditorial avec Raphaël Gandini, donc qui est directrice d'ouvrage. Okay. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, surtout pour un premier roman. Il y a beaucoup de choses à changer et à améliorer. Et voilà, ça a fini par se faire. Et puis il a pris un peu de retard sur la sortie. Initialement, il était prévu en octobre, je crois octobre 2020. Et à cause du Covid et de tous ces changements de programme, il a été repoussé. Et effectivement, il a reçu pour l'instant, un bon accueil. Il est finaliste aussi des Utopiales pour cette année. Donc ça, je m'y attendais honnêtement pas du tout. C'était un peu une surprise, mais c'est une très bonne surprise. Je suis ravi. Et donc du coup, ça me donnera l'occasion d'y aller et d'aller parler un petit peu de tout ça, et puis d'aller parler climat aussi, parce que du coup, j'interviendrai aussi sur une table ronde le samedi des Utopies. Ok, écoute, oui, je crois que c'est un travail important, comme tu disais, le rapport du GIEC. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les lit, donc avoir quelqu'un qui aussi est capable de parler du climat avec sous un autre angle, ça permet aussi de faire bouger les choses. Donc merci pour ça aussi. Ouais, c'est pas encore fait. Hein. Oui, non, mais bon, voilà, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est un sujet. En plus, ça intéresse vachement les gens. Enfin, y a qu'à voir tous les. On regarde, ça devient un sujet capital, même là pour les élections. On voit que du coup, Europe Écologie Les Verts ont aussi beaucoup plus de vent dans les voiles qu'il y a quelques années. On voit les mouvements des jeunes pour le climat et des vendredis climat et compagnie. Donc il y a aussi un peu toute la sphère citoyenne qui est en train de s'emparer de ce problème-là et c'est bien. Et c'est bien et c'est top, et du coup ça mérite aussi qu'on s'y penche. Et du coup, si je peux aider à vulgariser aussi des choses comme ça, je suis plus que ravi, quoi. Écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, je t'aurai sûrement plein d'autres questions, mais je te les poserai peut-être à d'autres moments, ou peut-être qu'on se reparlera pour ton prochain roman aussi dans le podcast. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de ton actualité. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter. C'était franchement très sympa. Tu nous as fait aussi voyager un peu sur la glace, dans la glace et en Antarctique. Donc merci pour l'évasion dont on a pas mal besoin en ce moment. Et puis merci merci beaucoup à toi pour la proposition. Effectivement, c'était très bien de. Voilà, c'est juste, ça me fait juste plaisir de pouvoir parler de tout ça, et l'accueil était très agréable. Merci beaucoup, et puis au plaisir de se recroiser. À très bientôt. Avec grand plaisir. Salut.
Bye.